Bienvenue à tous dans le tout premier épisode d'Urbex History, et aujourd'hui Destination Légende. Pour ce premier épisode, nous avons exploré 3 lieux. Une ancienne usine de tabac, un château et un monastère. Pour cette vidéo, je serai accompagné de Cyrano et Julien. Ce château a été construit au XIXe siècle, à la place d'un édifice plus ancien. Au cours des siècles, divers propriétaires se succèdent, jusqu'à la démolition de l'ancien château et la reconstruction de celui-ci, qui est bâti par l'architecte bordelais Jean-Baptiste Lafargue. Il est composé de plusieurs corps de bâtiments juxtaposés, flanqués de tours polygonales et d'une tour circulaire. En 1943, le château est occupé par la milice française. Le 9 août 1944, il est bombardé par l'aviation alliée. Londres a préparé cette action en comptant que la résistance importante aux alentours allait encercler le château, libérer tous les prisonniers et, pourquoi pas, s'emparer des miliciens. Or, l'opérateur radio du CDR, pourtant bien équipé, n'a pas pris les messages diffusés par la BBC. Les miliciens et leurs familles abandonnent le château et s'installent très provisoirement dans les écoles de leur village, avant de repartir le 16 août vers Montpellier. Donc, en attendant, nous sommes partis visiter l'ancienne usine à tabac du village. Cette manufacture de tabac a été fondée en 1726, réalisée par Louis-Philippe de Mâcon, avec comme maître d'œuvre Eugène Roland, avec un style plus inspiré par l'architecture des années 1920 que le style moderniste. Elle fait partie des 9 établissements créés par l'ordonnance royale de 1721. Ces établissements sont gérés par la ferme générale des tabacs et exploités par la Compagnie des Indes. Elle est choisie en 1811 comme siège de l'une des 16 manufactures impériales. Le monopole est rétabli par Napoléon Ier, le 29 décembre 1810. L'activité se maintient durant toute la première moitié du XXe siècle. En 1935, on rattache le monopole du tabac à celui des allumettes en créant le CETA, Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes. Dès les années 1950-1960, les anciennes manufactures sont remplacées par de nouvelles usines, répondant mieux aux avancées technologiques. En 1995, le CETA est privatisé et de nombreuses usines ferment, dont celle-ci le 31 décembre 2000. Une partie des édifices est désormais occupée par un musée. Avec un L. On dirait que ça a pris feu ici. Il n'y a rien, c'est vide. J'ai mal au dos, je me suis fait mal en escalade. Gros tour à faire.
L'espoir de la palette et tout. Je suis pas drôle. Sinon on va chercher notre palette. Hein. T'es bruit de pas. Non, c'est le... C'est le vent. Refais jamais ça, Alexandre, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah les bruits de pas, je les ai entendus comme toi, quoi. Ah. C'était quoi? Touche, oh. Touche. C'était quoi? Et en live en plus, ça c'est beau ça. Bah c'est ça qui bouge en fait, c'est ça. Un truc à claquer. Non mais ça, y a un truc à claquer quand même. Oui, il y a un truc à claquer, oui, je sais qu'il y a un truc à claquer. Et après ça fait. Bon bref, y a personne. Non, mais il y a du vent quand même aussi. Là. Il y a du vent, on le sent. Ah mais c'est quoi? Et là, il y a Comment le dire qui passe en bout. Ah, les gens ils écrivent des trucs, je comprends. Épisode, aussi crate. Entendu. Il y a quelqu'un. On a quelqu'un. Putain, on a quelqu'un, c'est obligé. C'est quoi ça? T'as entendu le morceau de verre? J'ai entendu un fou. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Venez, venez. Ah, ça, on va le voir. Qu'est-ce que il y a des bruits de fer. Il y a eu des bruits de fer, sûr. Il y a du bruit de verre, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, sûr. Il peut y avoir autant de cas. C'est pas possible qu'il y ait autant de choses. Ah s'il faut, c'est des urbexeurs comme nous. Une porte de merde. Même pas. Ça va au machin. Non, dis pas où je suis. Non, c'est du verre. Mais c'est pareil, c'est le vent en fait. Comment ça se fait qu'il y a du vent? Ah ouais, parce qu'il y a la marque Chapin qui arrive aussi. Non, mais le vent il commence à se lever, laisse tomber. Ouais, c'est toutes les portes à claque. Oui, c'est sûr en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Le vent il commence à se lever, là, les portes à claque. Aussi, tu sais, on entend à droite, à gauche. Putain, t'imagines les voisins? Ah ouais, mais Ils vont entendre du bruit. c'est ici qu'il a one shot. Et vu qu'on est en face de la. C'est pas eux qui s'entraînent plutôt ici? Peut-être ça. Là, si on n'est pas cramé. Attends, il est où François Hollande? Je suis sûr que c'est pas là. C'était passé ici. Si on trouve François Hollande, c'est qui ressemble à ça? Ouais. Mais ça se passe aussi. C'est François. Oh putain! C'était quoi ça? C'était quoi ce délire? Je n'ai malheureusement pas pu filmer complètement notre sortie, mais nous avons eu un petit coup de flip quand nous sommes retournés dans le parking. En fait, nous avons entendu une porte claquer, puis des bruits de Il y pas, avait des gens qui parlaient. et on a pris peur. Juste avant, il y avait des gens qui parlaient, genre une vieille dame ou je sais pas quoi, c'est une dame. Bon. Ensuite, nous sommes donc partis visiter le fameux monastère. L'initiative de la construction revient à Mademoiselle Léonie de Chaussinck, héritière et dévote. Elle fait don des terres et d'une somme pour la construction afin de fonder un monastère, pour les pères passionnistes, congrégation de prédicteurs itinérants.
Le monastère est construit selon les plans de l'architecte bordelais Jean-Jules Mondet. Henri Rouleau est l'entrepreneur de maçonnerie. En 1878, la chapelle est construite mais non terminée. Le reste des bâtiments, réfectoires, une vingtaine de cellules, etc. seront construits. Le chantier du monastère s'arrêtera là, probablement pour des raisons financières. Les religieux passionnistes ont résidé sur les lieux jusqu'en 1935. Ce lieu est donc actuellement en vente et abandonné. On va d'ailleurs y faire une découverte plutôt intéressante. On descend? Pour attacher les chevaux, mais Non, je c'est pense pas des qu'on les trucs met. autour des seaux. Attendez pas. Des seaux, pas des seaux, des tonneaux. Ah ouais. Ok. Putain, ça y est, le cimetière des bouteilles. Ah ouais. C'est quoi ça? Ah ouais, putain. Eh, mais c'est un truc de fou en fait. Ça va, après, y'a rien. Ah putain, encore des bouteilles. Ah ouais, on les a mis picolés à sec. Ouais. C'était les anciens endroits pour des dégustations. C'est pas du charbon? Je sais pas, c'est chelou. C'est du charbon aussi. C'est du charbon, ça. Ah ouais, bon, on sort d'ici alors. On est pas dans le côté. Tu vois pas que ça peut s'effondrer? C'est le mur. Ouais, mais bon, moi j'étais pas. Des mecs, ils ont essayé de rentrer en face. Hein? Des mecs, ils ont essayé de rentrer. Putain, les escaliers, trop stylés. C'est une voiture. On peut rester. Non, C'est ici. non, non, je suis parti. En fait, c'est Oh, c'est ouf. On a Marie-Madeleine et le Saint Graal, c'est impressionnant. Et regardez ce qu'il y a comme par hasard à l'intérieur du Saint Graal. C'est magnifique. C'est une table authentique. Du coup, il y a qui comme personnage là? Là on a Jésus, Marie-Madeleine. Où ça? Là c'est Marie-Madeleine ici. Joseph. Hein? Je
Joseph, je vois très très mal. Mais tout en les respectant, je m'en fiche un peu des autres. Tu vois le Saint Graal qu'apporte la coupe. Pour toi, tu connais la légende du Saint Graal et du roi Arthur? Non, justement. Tu connais pas? Normalement, tout le monde croit que la légende du roi Arthur, c'est le Saint Graal, c'est une coupe. En fait, non. Ça représente la matrice d'une femme. Et c'est soi-disant le plus grand bidouillage de toute l'histoire du christianisme. C'est que Marie-Madeleine aurait eu un enfant avec Jésus. La descendance royale. D'accord. Et là, c'est une table qui ne respecte même pas le concile de Nicée. C'était une sorte de réunion. C'était des votes. Ils mettaient sur table tout ce qui devait continuer dans le christianisme en fait. La date de Pâques, la divinité de Jésus. Tout ça, c'est dû à un vote. Et là, cette table, elle est unique. Parce qu'elle ne respecte pas vraiment le concile de Nicée. Tout le monde croyait qu'à droite de Jésus, c'était un homme. Mais non, c'était une femme. C'était Marie-Madeleine. Et cette table, elle est authentique. J'aimerais bien voir. C'est du bois. Ça pouvait pas être du marbre, ça c'est sûr. Il y aurait du marbre, il y aurait le symbole papal. Là, il n'y a aucun symbole papal. C'est magnifique. C'est un artisan qui a fait ça. Il a respecté la vraie direction du christianisme, tu vois. Jésus et Marie-Madeleine. Ouais, j'en suis sûr. Voilà, l'architecture des églises, c'est pas comme ça. Ils ont tout fait par des artisans, tout est en bois. Même ça, normalement, là-bas, ça doit être en marbre, et c'est en bois. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas d'argent et d'aide du Vatican ou quoi que ce soit. Normalement, toutes les églises, pas toutes, hein, bien sûr, mais les plus grandes, ils ont un petit peu d'aide, tu vois. Là, ils avaient zéro aide. Ouais, d'où le fait qu'ils aient voulu vraiment respecter le truc. Voilà. Putain, je suis trop... Ouais, c'est ça, c'est assez ouf. refait aussi. Ouais. Ça, ces murs, ils doivent dater de... J'ai presque envie de dire 18e siècle ou même 17e, comme ça. La charpente a été rajoutée après au 19e, ça c'est sûr. Ça date du 19e siècle, les charpentes. Ah, tu as Jésus et Marie-Madeleine ou Marie, ça dépend. Je sais pas qu'est-ce que ça représente cette scène, je l'ai jamais vu. Mais c'est qui celui qui tire la croix? Ça doit être un prêtre. Comment ça? J'aurais bien voulu dire Constantin, mais ça va pas du tout avec Jésus. Donc je sais pas. Pour finir, nous avons donc exploré de nuit le château. Là? Après. C'est Ah, dehors. on les entend. C'est dehors. Allez, après. Avant le passage. Ah, j'en ai vu une. Là, elle est là. Elle est là. Ouais. Bon, on trace. Ouais, là, je vois, c'est là un peu.
franchement, il y a plein de chambres et tout. Les chambres, elles sont petites pour un château, franchement. On dirait plus une maison à l'intérieur. Ils sont pas venus, En fait, ils ont détruit tout ce qu'ils pouvaient détruire en fait. Ils ont pas fait. Après un petit tour des lieux, l'ambiance était extrêmement calme. Nous sommes donc rendus au sous-sol. Cyrano a essayé l'application Spirit Box avec des résultats intrigants mais non fondés. Donc après une brève exploration, nous avons donc décidé de partir et clôturer l'épisode 1 d'Urbex History.